Donc, bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cette présentation. Donc, je vais faire une courte petite présentation de notre présentatrice aujourd'hui, de notre conférencière. Donc, bienvenue avec nous, Chantal. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait grandement plaisir. Euh, Avec donc, euh, grand plaisir. à titre de présentation, donc Chantal Blanchette est originaire de la ville de Québec et est titulaire d'un baccalauréat en communication. Elle milite pour l'immigration francophone depuis maintenant 2015, donc ça fait quand même un bon petit bout. Elle coordonne le volet santé du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, assurant une collaboration efficace entre les organismes offrant des services en santé aux immigrants de l'Est de l'Ontario et s'efforce d'intégrer ces services dans leur parcours d'intégration afin de pallier les manques identifiés. Passionnée par la santé mentale, elle est également formatrice qualifiée en premiers soins de santé mentale et une animatrice chevronnée d'ateliers sur les bien-être contribuant ainsi à l'épanouissement de la communauté francophone du Canada. Donc, un beau parcours pour Chantal et puis je crois qu'elle va certainement nous aider à en savoir plus, à démystifier les choses. Donc, Chantal, je te cède la parole. Excellent. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à Yasmine. Merci à toute l'équipe qui m'a invitée à partager ma passion parce que oui, vous allez voir, je suis bien passionnée de ce sujet-là et ça me fait toujours vraiment plaisir de pouvoir travailler avec nos partenaires à la COFA, qui est un partenaire du réseau depuis de nombreuses années. Alors aujourd'hui, je suis un peu avec mes deux chapeaux puis je trouve ça vraiment bien. Donc oui, effectivement, mon nom c'est Chantal Blanchette, j'utilise les pronoms elle et je travaille en santé mentale depuis, vraiment concrètement depuis 2015, alors que je suis devenue formatrice certifiée de la Commission de la santé mentale pour pouvoir offrir la formation des premiers soins en santé mentale. Et parce que j'ai une expérience vraiment assez élargie des différentes problématiques reliées à la santé mentale, que ce soit moi-même, que ce soit ma famille proche, ma famille élargie ou la communauté dans laquelle je suis. Ça m'a permis vraiment de pouvoir être vraiment d'approfondir mes connaissances et de pouvoir les partager avec vous par la suite. Je vois par rapport à l'écho, est-ce qu'on est correct avec ça, Yasmine? Je vais m'assurer que votre son est bon. C'est bon de mon côté, j'ai pas d'écho, moi. Moi Tout le aussi, monde, tout le monde est en son fermé. Fait que vous devriez être correct. je pense que oui. Ouais, C'est ça. tout C'est de le mettre tout le monde monde dans en sourdine, tout sourdine. simplement. Ouais, ouais. OK, parfait. Excellent. Donc, oui, aujourd'hui, je viens, j'ose espérer, vous aider un peu à démystifier, hein, c'est quoi la santé mentale? Vous allez voir que finalement, c'est pas si compliqué, mais c'est une priorité, hein. On doit vraiment consciemment, tous les jours, vraiment prendre bien soin de sa propre santé mentale et par le fait même, on prend donc soin de la santé mentale des autres. Alors, qu'est-ce qu'on va voir durant la prochaine heure et demie? On va voir quelques faits intéressants par rapport à la santé mentale. On va explorer qu'est-ce que c'est exactement cette santé mentale, la différence entre la santé mentale et la maladie. On va parler de stigmatisation, hein, les préjugés, les tabous qui entourent la santé mentale. C'est important d'en parler. On va parler de stress, hein, le stress qui est le grand mal du 21e siècle. Alors, ses effets pervers et peut-être quelques petits trucs pour vous aider à gérer ce stress-là. On va parler aussi de comment est-ce qu'on peut avoir les fameuses discussions qui sont difficiles, hein, quand on a envie d'aborder l'état, le bien-être mental d'une personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi l'approche qu'on peut avoir, évidemment, qui va être teintée de bienveillance? On va prendre le temps de discuter de l'importance de prendre soin de soi et je vais partager avec vous quelques outils pratiques dont un outil qui s'appelle le continuum de la santé mentale.
Et je veux que vous sachiez qu'à la fin de cette présentation-là, vous recevrez un courriel de la part de l'équipe de Yasmine et Sylvie avec toutes les ressources dont je vous parle aujourd'hui. Vous allez avoir votre propre copie du continuum de la santé mentale et vous aurez aussi une version abrégée de la présentation qu'on fait aujourd'hui. Je vous invite, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, à le mettre dans le chat ou à les noter. On va voir le contenu ensemble et à la fin, on se gardera là, un bon 15 minutes pour pouvoir discuter, pour pouvoir vraiment poser vos questions et y répondre dans la meilleure de mes capacités. Évidemment, si je n'ai pas la réponse, je la trouverai et je vous reviendrai avec. Donc, ceci étant dit, on est prêt à commencer. Excellent. Alors, les problèmes de santé mentale, c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est courant. Hein? On sait qu'en fait, à l'échelle planétaire, présentement, il y a au moins une personne sur 8 qui vit avec un trouble de santé mentale. Et au Canada, c'est encore même un peu plus présent, c'est-à-dire qu'on sait qu'à chaque année, un Canadien, Canadienne sur 5 vivra avec un problème de santé mentale ou même une maladie mentale. Donc, comme par exemple, en 2023, ben, on sait qu'un Canadien sur 5, donc près de 5 millions de Canadiens, répondait aux critères de soit la dépression ou de l'anxiété. Et parallèlement, ben, il y a la statistique aussi qui nous dit qu'une personne, un Canadien sur 3, au cours de sa vie, vivra à un certain moment donné une problématique par rapport, un défi par rapport à son bien-être mental. Donc aujourd'hui même, si on était dans une salle de classe et qu'on regardait à droite et à gauche, on verrait qu'en fait, une personne sur 3 est en train de vivre une problématique. Donc, ce sont vraiment quelque chose qui est très courant chez nous. Euh, et parallèlement à ça, ben, les problèmes de santé mentale, hein, ça peut être un spectre, hein, dans le fond, et on va voir ensemble c'est quoi la différence entre la maladie et la santé comme telle, mais il y a aussi un côté un peu plus grave qui est vraiment le taux de suicide qu'on retrouve au Canada. Alors, d'où l'importance d'avoir ce genre de formation-là, de pouvoir démystifier qu'est-ce que c'est la santé mentale pour essayer un peu de prévoir, de pouvoir diminuer ce nombre-là. Donc, par exemple, on sait que le décès par suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes de 15 à 34 ans. Donc, ce sont des statistiques importantes à savoir, tout simplement pour réaliser à quel point que lorsqu'on souffre, lorsqu'on vit une détresse, nous ne sommes pas seuls. Hein? Malheureusement, nous ne sommes pas seuls, mais heureusement, ça nous permet de connecter avec des communautés, avec des groupes de soutien et tout. On en reparlera de ces fameuses ressources-là. Donc, ceci étant dit, j'ai envie quand même de vous partager 5 petits faits que vous ignorez peut-être sur la santé mentale, parce que les statistiques, hein, on les entend, on les voit dans les nouvelles et tout ça, mais la santé mentale, ça l'englobe tellement, tellement d'aspects. Alors, de un, ben, c'est important de savoir que la plupart des troubles de santé mentale ne sont ni graves ni permanents. Hein? On peut un peu remercier Hollywood, hein, à travers les films, à travers les émissions de télévision qu'on regarde, qui nous a vraiment mis dans la tête que, mon Dieu, des troubles de santé mentale, ça peut être extrêmement grave, c'est pour la vie, puis on peut pas avoir une belle vie malgré qu'on a un diagnostic de maladie. Heureusement, ce n'est pas le cas. Hein. Les troubles de santé mentale, en fait, les maladies mentales qui sont vraiment graves, comme par exemple la schizophrénie, ben, c'est simplement un très petit pourcentage des Canadiens, Canadiennes qui vivent avec cette maladie-là. Donc, ce n'est pas courant d'avoir quelque chose de très, très grave. Et la plupart des troubles de santé mentale, en allant chercher les bons soutiens, en utilisant les ressources, en travaillant sur soi, ne sont pas permanents et on peut vraiment travailler vers un rétablissement de notre bien-être mental.
Saviez-vous que le régime alimentaire, ce qu'on mange, joue énormément sur notre santé mentale? Hein, si vous suivez un petit peu les études qui sortent sur le corps humain, on sait maintenant que nos intestins, on comprend que c'est carrément notre deuxième cerveau. Et ce que l'on nourrit notre corps a vraiment un impact sur notre bien-être mental. Donc, par exemple, le sucre. On sait maintenant que le sucre peut être très, très, très dommageable pour la santé mentale s'il est consommé vraiment en grande quantité. Alors, c'est important d'être conscientisé à ce fait-là et de s'assurer d'avoir une bonne alimentation vraiment riche dans tous les nutriments que notre corps physique a besoin pour pouvoir aider aussi notre santé mentale. Parce que vous savez, santé mentale et santé physique, c'est un tout. Ils sont inextricablement liés. Hein? Ce ne sont pas deux aspects différents de l'être humain. Donc, un et l'autre s'influencent évidemment. Saviez-vous que ça prend seulement 20 minutes d'aller marcher en nature, d'être entouré par la nature, que ce soit d'être sur le bord d'une belle plage, que ce soit d'être en forêt, que ce soit d'être dans des prés verts, hein? Donc vraiment la nature, eh bien, ça ne prend que 20 minutes pour que notre cerveau se mette à vraiment diminuer l'hormone du stress et à nous envoyer un petit peu plus d'hormones du bonheur. Hein? Les hormones du bonheur, c'est la sérotonine, la dopamine, l'oxytocine, hein, toutes les hormones qui fait que notre cerveau dit, OK, on est heureux, on a de la joie, puis on se sent bien. D'accord? Donc, d'être en nature, ben, c'est important et ça a vraiment une incidence sur notre cerveau. Alors, la prochaine fois que vous avez envie de prendre une marche, puis que vous avez plus ou moins la motivation, ben, pensez à ce petit fait-là, vous dites non, non, ça va me faire du bien d'aller connecter. Puis si vous êtes même un peu maniaque comme moi, vous allez faire des colleux aux arbres. Moi, je suis une grande amoureuse des arbres et j'aime bien aller chercher leur énergie et ça me fait un grand bien. Le manque de sommeil peut déclencher la dépression. Hein? La dépression, vous savez, en fait, la plupart des troubles de santé mentale, c'est notre cerveau qui est malade. Hein? Notre cerveau est un organe comme tous les autres organes qu'on a dans notre corps. Et ce cerveau-là, il peut tomber malade. On va voir dans quelques instants pourquoi il peut tomber malade. Mais lorsque le cerveau il est malade ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il a besoin de sommeil. Le sommeil est vraiment la technique du cerveau pour se réparer, hein, pour se réorganiser, aller recréer des connexions avec les neurones et tout ça. Et tout ça. Donc, le sommeil est essentiel à notre bonne santé mentale. Et donc, un manque de sommeil peut déclencher la dépression. Et cet après-midi, on est entre femmes, pas mal. La plupart d'entre vous êtes peut-être des mères, si vous vous rappelez au début, quand notre bébé dort pas, puis qu'on dort pas, les émotions qu'on ressent, les signes et symptômes à la fatigue qui vient vraiment rentrer en ligne de compte. Je suis certaine que vous avez vécu comme moi des petits moments de dépression, puis vous avez dit, mon Dieu, je m'en sortirai jamais. Et c'est souvent ce manque de sommeil-là qui vient vraiment chaud. Un autre fait bien important, et c'est vraiment mon fait que j'aime le plus, c'est, saviez-vous que ça ne prend que 8 minutes lorsque on partage avec une autre personne nos soucis, hein, notre désespoir, les défis qu'on a, quand on prend le temps d'en discuter avec une autre personne, eh bien, au bout de 8 minutes, c'est le même principe que notre 20 minutes en nature, l'hormone du stress descend, les hormones du bonheur sont accentuées, sont envoyées partout dans notre cerveau et vraiment, on commence à mieux se sentir. Sylvie, tu veux m'arrêter tout de suite? Oui, bien, en fait, je voulais vérifier parce on a une personne qui nous dit qu'il y a de l'écho encore, puis on a vérifié, tous les microphones sont fermés. Encore? Donc, on se questionne de quel endroit, là, juste pour qu'on s'assure que tout le monde puisse bien comprendre. Oui, c'est Oui, Jacqueline parce ici. que j'ai vraiment tout le monde en sourdine, moi aussi, si je regarde. Là, il y a Sylvie, Jacqueline. Oui, vas-y, Jacqueline. c'est pas de l'écho, c'est une petite
une petite chanson qui fait toudou, 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 toudou dans le fond. C'est vraiment, vraiment bizarre. OK. Puis j'ai l'oreille très Pas fine, là, donc, Ouais. mais puis j'ai l'impression que ça vient du micro de Chantal ou de son système à elle parce que c'est le seul son, puis ça va juste quand elle parle. Mais c'est pas grave, Mais j'entends tout quand même, puis c'est pas grave. c'est Y vraiment a-tu quelqu'un bizarre d'autre que... qui l'entend ou c'est dans ma tête? C'est Ah, Non, peut-être je mes l'entends écouteurs. moi moi aussi. ma question. Moi, c'est beau de mon côté. Ok, c'est bizarre. Moi aussi, je l'entends. C'est beau de mon côté aussi. C'est donc bien bizarre. Donnez-moi un petit instant. Je vais faire une petite vérification. Je vais essayer quelque chose. Je vous reviens, OK? OK, parfait. Voilà. Oui. Ouais, c'est vraiment bizarre, ça. Oui, il y a Linda Garon, elle l'entend aussi. Mais ça, OK. comme on comprend pareil très bien qu'est-ce qu'elle dit, là, c'est pas, ça l'affecte pas la OK, donc compréhension. on verra ce Oui, que ça donne quand elle C'est revient. ça. OK. C'est juste un petit irritant. Petit oui, irritant. oui, Oui, oui. puis c'est la dernière chose que je veux que vous soyez irrités aujourd'hui, hein? Vraiment, là, le but aujourd'hui, c'est de normaliser ces conversations-là sur le bien-être mental puis d'être vraiment à l'aise et bien. Est-ce que c'est mieux? J'ai fait un petit Oui, changement. oui. Ah Moi, ah! je Bon, pense ben, que oui. OK. Je pense que c'est mieux. Chantal Parfait. a OK. testé l'anxiété des gens. Oui, non. Jacqueline, j'aimerais savoir, Jacqueline, c'est mieux Oui, maintenant ça pour va. toi? J'entends OK. C'est plus. mieux? La petite musique Bon. est partie. Excellent. OK. Parfait. OK. Merveilleux. Excellent. Donc, Chantal, on te laisse, tu vas être la seule musique. On te laisse la parole. Bon, Merci. c'est bon. Merci beaucoup. Ben, je suis contente que ça fonctionne. OK. Je disais donc, hein, 8 minutes seulement pour commencer à mieux se sentir. J'ai un participant à un moment donné dans un atelier qui m'a dit, ben, depuis que je sais ça, maintenant, quand j'appelle mon meilleur ami et que j'ai besoin d'aide, l'entente qu'on a pris, c'est qu'on se dit, hey, salut, as-tu 8 minutes? Et à ce moment-là, son ami sait, OK, mon ami a besoin de soutien, j'ai besoin d'être là. Donc, oui, je suis là pour toi 8 minutes ou non, j'ai pas mon 8 minutes, on va se reprendre un peu plus tard. J'ai beaucoup aimé cette idée-là. Et je vous invite même à l'essayer. Hein? Puis quand on parle de partager nos soucis, c'est évidemment que ça peut prendre toutes sortes de formes. Hein? Aujourd'hui, on utilise beaucoup les textos. Hein? C'est le même principe que ce soit par téléphone, que ce soit par texto, que ce soit par Zoom ou peu importe la thérapie aussi, hein? D'aller chercher vraiment de l'aide auprès d'un professionnel de la santé. Vous savez, la thérapie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voyait auparavant, hein, l'homme austère avec les lunettes au bout du nez qui prenait des notes alors que la personne était couchée sur son divan. Hein, ça, c'était épeurant, ça semble vraiment comme invasif, alors que ça n'a rien à voir aujourd'hui. Hein. Moi, ma dernière thérapie, je l'ai fait de manière virtuelle. J'étais dans mon lit avec mon chat que je flattais. J'étais habillée confortablement, pour ne pas dire en mou. J'étais vraiment dans des conditions incroyables et maintenant, ça peut ressembler à ça, la thérapie. Alors, il ne faut pas avoir peur et il faut surtout comprendre l'importance de ne pas garder nos soucis à l'intérieur de nous, de ne pas garder cette détresse-là parce qu'elle nous rattrape toujours à un moment donné et souvent, malheureusement, c'est le corps qui va venir écoper, hein, parce qu'on le dit, santé mentale, santé physique, c'est ensemble. Un a un impact un sur l'autre. Alors, c'est important de se rappeler de ça. Donc, autre que ces faits-là, ben, ça ressemble à quoi vraiment la santé mentale? Hein? La santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne sera en mesure de réaliser son potentiel, de faire face aux situations normales de la vie et au stress qui est généré par ces situations normales-là. OK? Une personne qui a une bonne santé mentale, elle est capable de contribuer à sa communauté, d'être productif au travail, d'entretenir des relations saines avec les gens qui l'entourent. Mais il faut surtout comprendre que la santé mentale, ce n'est pas l'absence d'un trouble mental parce qu'il n'y a tout simplement pas de santé sans santé mentale. Okay? Quand je vous dis, là, les deux sont inextricablement liés, je ne vous raconte pas de blague. Alors, vraiment, la santé, c'est un tout.
Là, on va faire une expérience parce que dans le but de pouvoir interagir un petit peu avec vous, j'ai mis dans ma présentation ce qu'on appelle des slidos. Donc, comment que ça fonctionne, le Slido? C'est que je vous pose une petite question. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour scanner le code que vous voyez là, qui va vous amener directement à la question et que vous pourrez répondre. Ou vous pouvez ouvrir peut-être une autre page sur votre ordinateur, dépendamment comment vous êtes installé, et aller sur slido.com et vous pouvez rentrer le code qui est là, qui est le 2311417. OK? On fait une expérience. Si on voit que finalement, parmi vous, ça fonctionne plus ou moins ou que c'est trop compliqué, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi me l'écrire dans le chat. Moi, j'ai envie de savoir la santé mentale pour vous. Hein? Si vous devez me dire un mot, à quoi ça ressemble pour vous? Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous pensez à santé mentale? On prend un petit 30-40 secondes. Être bien avec soi. Super, OK? Fait qu'on voit, là, il y a des réponses qui commencent à rentrer. Comme je vous dis, vous pouvez le mettre aussi dans le chat. Équilibre, certainement. Oh, tristesse, oui. État d'esprit. Hein? Puis bien sûr, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein? Chacun de nous, en fait, chaque culture même, vous savez, a sa vision de la santé mentale. Hein, en Europe, par exemple, en France, leur approche est beaucoup plus médicalisée. Hein. Eux, c'est vraiment des soutiens en milieu médical. C'est eux autres qui tendent plutôt vers ça. On a plusieurs communautés africaines qui, eux, c'est vraiment le contact avec les ancêtres, le contact avec la nature aussi qui est important. Un peu comme les Autochtones, hein, les Autochtones chez nous, qui, eux, dans leur vision, dans leur culture, la santé mentale, c'est vraiment d'être connecté aussi à la nature, c'est vraiment la présence des ancêtres aussi qui est importante. Donc, on voit ici bien-être intérieur, humeur, détresse, ajustement, paix intérieure, anxiété. Alors, on a beaucoup de mots ici qui résonnent et on voit le mot équilibre qui vient en gros parce que ça veut dire que c'est la majorité d'entre vous qui répondez cette réponse-là. Mais vous savez que malgré qu'il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse, oh, je suis allée un petit peu trop vite, je m'excuse. La santé mentale, en fait, c'est bien ça. Hein? Puis, je vais maintenant, à partir de maintenant, utiliser plutôt le terme bien-être mental. Le bien-être mental, c'est quoi? Vous l'avez dit, hein? C'est l'équilibre entre toutes les dimensions de notre vie. Hein, nous, comme êtres humains, on a plusieurs dimensions. Nous sommes des êtres très complexes, n'est-ce pas? Donc, on a évidemment notre santé physique, on a notre santé émotionnelle, on a notre santé financière aussi. Hein? Quand ça ne va pas bien dans les finances, dans le budget, ça a une incidence sur nos émotions, ça a une incidence sur nos loisirs, ça a une incidence même peut-être sur notre physique, hein, causée par le stress. Comme je vous ai dit, on va en parler de l'impact du stress sur le corps. On a évidemment la dimension sociale, les loisirs, notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, peu importe nos croyances, peu importe nos valeurs, peu importe à quel, à quel esprit on connecte, ça fait partie de l'être humain et c'est une dimension importante. Et si on n'arrive pas à connecter avec notre spiritualité, ça peut avoir un impact sur les autres dimensions. Évidemment, la dimension intellectuelle, hein, quand on n'arrive pas à être dans un environnement qui nous stimule, quand on n'est pas heureux dans notre travail, mais quand on n'est pas, qu'on n'arrive pas, comme je vous dis, vraiment à se challenger, quand on n'arrive pas à s'épanouir au niveau intellectuellement, ça vient jouer sur notre bien-être mental. Et finalement, il y a notre environnement, hein, que ce soit notre environnement physique, ou encore carrément l'état de la planète. Hein. Il y a un nouveau terme qui a apparu, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle maintenant l'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, notre toute dernière génération en sont très affectés. C'est vraiment l'anxiété causée par la crainte de qu'est-ce qui va arriver à notre belle planète, hein, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend avec les changements climatiques. Alors, il y a maintenant
ce nouveau trouble-là qui est apparu, qui s'appelle l'éco-anxiété. Donc, ça nous démontre à quel point notre environnement fait partie de toutes les dimensions humaines et l'important, c'est d'aller chercher cet équilibre-là dans ces différentes sphères de notre vie. Au-delà de ça, ben, une bonne santé mentale, ça comprend aussi d'avoir une bonne conscience de soi. Plus tard, aujourd'hui, dans la présentation, je vais vous donner un petit truc, d'ailleurs, un petit outil que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire une auto-évaluation et apprendre à mieux vous connaître. On sait qu'une bonne santé mentale, ça comprend définitivement une connexion aux autres, hein. Puis quand on dit connexion aux autres, ça sous-tend aussi le sentiment d'appartenance, hein. L'être humain, c'est un être de connexion. On a besoin d'être connecté avec des gens qui nous ressemblent. On a besoin d'être vu. On a besoin d'être entendu. On a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance envers d'autres êtres humains. Donc, ça a vraiment un impact sur notre bien-être mental si on n'arrive pas à faire de connexion avec les autres. Dans la bonne santé mentale, évidemment, qu'il y a la gestion du stress, hein. Vous voyez à quel point c'est un terme qui revient et qui est important. Il y a l'appréciation de la vie aussi. Vous savez, la gratitude. Il y a une étude scientifique qui est sortie très dernièrement et ils ont été capables de démontrer que les gens qui pratiquent la gratitude sur une base régulière réussissent à avoir une meilleure appréciation de la vie et donc une meilleure santé mentale ou encore ils réussissent à mettre en place des processus pour aller vraiment vers le rétablissement de leur bien-être mental. Alors, c'est même prouvé scientifiquement que d'être capable de reconnaître ce qui est bon dans notre vie, d'avoir cette gratitude-là, ça fait vraiment une différence. D'avoir un sens à sa vie aussi, hein? Puis là, je parle pas nécessairement d'avoir une mission de vie, mais simplement de comprendre pourquoi nous sommes ici, qui nous sommes par rapport aux autres et qu'est-ce qu'on a envie quelle sorte de direction on a envie de donner à notre vie. Et finalement, hein, je vous l'ai dit, on est des êtres de connexion, donc on a besoin de relations solides, hein. Puis, vous savez, comme moi, quand on était jeune, on voulait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Puis quand on vieillit, on réalise que c'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité. Et finalement, on se ramasse qu'on a peut-être 2, 3, 4 très, très bons amis, mais sur qui on peut vraiment compter. Et c'est ça qui est vraiment super important. Donc, on a vu un peu, OK, c'est quoi exactement le bien-être mental? On voit que c'est un équilibre dans les différentes sphères, mais il existe quand même des facteurs qui vont être liés aux troubles de santé mentale, OK? Des facteurs de risque qu'on va appeler, qui vont venir jouer sur notre cerveau, sur notre bien-être mental et qui pourraient avoir un impact important voire jusqu'à un diagnostic d'un trouble ou d'une maladie mentale. Alors, quels sont ces facteurs-là? Mais tout d'abord, il y a les facteurs biologiques, hein? Je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de la santé mentale qui est reliée à la santé de notre cerveau. Donc, évidemment que s'il y a un déséquilibre dans la chimie de notre cerveau ou dans tout système que l'on a dans notre corps, comme le système endocrinien, comme notre système immunitaire, ça peut vraiment venir impacter notre bien-être mental. Les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux aussi peuvent venir impacter notre bien-être mental, hein. Donc, d'avoir accès à un logement sécuritaire et abordable, d'avoir accès à de l'éducation ou à un emploi significatif, de pouvoir avoir des activités de loisirs, d'être soutenu par sa communauté, d'avoir accès à la nature. Tout ça, si on n'a pas accès à ces facteurs-là, eh bien, ça pourrait venir jouer contre notre santé mentale, évidemment. Les traumatismes crâniens,
Hein? Encore une fois, je vous ai dit, c'est beaucoup relié à la santé de notre cerveau. Bien évidemment que si notre cerveau reçoit un bon gros coup, ça peut avoir une incidence importante sur le bien-être mental. Donc, si par exemple, un sportif, hein, on voit beaucoup de joueurs de football qui ont dans leur carrière vécu beaucoup de commotions cérébrales et lorsqu'ils arrêtent de jouer, il y a des troubles de santé mentale très importants qui apparaissent et que éventuellement on est capable de relier à tous les traumatismes crâniens, les commotions cérébrales qui ont eu lieu pendant la carrière du joueur de football. Ça pourrait être des chutes aussi, hein, si vous avez quelqu'un qui a fait une chute importante dans les escaliers ou plusieurs chutes, il pourrait avoir un dommage au cerveau, des accidents de voiture, évidemment. Donc, tout événement qui pourrait venir vraiment briser le cerveau comme tel, hein, si on veut le dire vraiment simplement, c'est un facteur de risque lié aux troubles de santé mentale. Notre personnalité aussi, hein, nos traits de personnalité. Si déjà, après ma barre, on a de la misère à gérer nos émotions, si on a une confiance en soi limitée, si on ne s'aime pas, si on est très, très, très introverti, bien évidemment, ça peut avoir une incidence sur notre santé mentale parce que, dû à ces traits de personnalité-là, peut-être qu'on n'ira pas chercher les soutiens dont on a besoin, peut-être qu'on ne poussera pas vers les ressources dont on a besoin. Alors, c'est considéré comme un facteur de risque. Les facteurs génétiques, bien sûr, hein, je crois qu'à tous les jours maintenant, il y a des études scientifiques qui sortent et qui démontrent à quel point nos gènes viennent vraiment jouer en ligne de compte quand on parle de bien-être mental. Donc, nos antécédents familiaux sont importants et je vous invite fortement à essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'historique de votre famille au niveau de leur bien-être mental pour pouvoir, si jamais qu'il vous arrivait quelque chose, pouvoir transmettre cette information-là à votre médecin, aux professionnels de la santé avec qui vous iriez chercher du soutien. Parce que c'est important de savoir, étant donné que la génétique joue un grand, grand rôle sur notre bien-être mental. Évidemment que vous comprendrez qu'un des facteurs de risque vraiment liés aux troubles de santé mentale, c'est aussi les expériences de vie difficiles, n'est-ce pas? Donc, si on a vécu de la violence hein, et toute forme de violence, si on a vécu des traumatismes, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence ou à notre âge adulte, ces traumatismes-là viennent impacter notre bien-être mental, évidemment. Donc, on peut voir que les troubles de santé mentale, c'est pas un matin, je me lève et je dis, ah, mon Dieu, que c'est une belle journée pour avoir une dépression aujourd'hui. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte. Et vous savez même que souvent, ce sont plusieurs facteurs. Hein? Puis c'est là qu'on amène le terme excusez-moi, intersectionnalité. Je vais prendre un petit gorgée. Merci. Intersectionnalité, c'est-à-dire vraiment la présence de plusieurs facteurs qui viennent s'entrecroiser. J'ai une personne très, très proche de moi qui a subi un traumatisme crânien important, qui avait un trait de personnalité où la gestion des émotions était déjà difficile, qui a vraiment des antécédents familiaux importants de santé mentale et qui a subi des traumatismes, eh bien, tout ça mis ensemble fait que maintenant, la personne vit avec un trouble d'anxiété très sévère et d'autres conséquences par rapport à ça. Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas une décision que de souffrir, d'avoir un trouble de santé mentale, c'est bien une combinaison souvent de facteurs qui viennent impacter. D'ailleurs, quand on parle de facteurs, une des choses qu'on fait, c'est de séparer un peu ce qu'on peut considérer comme des facteurs de risque et des facteurs de protection. En fond, les facteurs de protection et de risque représentent les éléments clés pour cultiver notre résilience. Hein? La résilience, c'est quoi? C'est la capacité à faire face aux adversités de la vie, c'est la capacité à transformer la douleur en force motrice pour se surpasser puis en sortir fortifié.
Hein? Une personne résiliente, elle comprend qu'elle est l'architecte de sa joie et de son propre destin. Donc, cette définition-là sous-tend que les individus vont utiliser les ressources internes et externes se trouvant à leur disposition, donc les facteurs de protection, pour surmonter les difficultés, donc les facteurs de risque. OK? Alors, les facteurs de risque, si on regarde notre ligne de gauche, ce sont des attributs qui contribuent au développement ou à l'aggravation de conditions indésirables. OK? Ça comprend par exemple les comportements oppositionnels, les conflits familiaux, l'isolement social. Et on voit ici là, toute une liste de facteurs qui viendraient vraiment impacter, puis on en avait vu plusieurs de ceux-là dans la diapositive juste avant quand on parlait des facteurs liés aux troubles de santé mentale. Donc, ces facteurs peuvent augmenter le risque de développer des symptômes de troubles de l'humeur, par exemple. Hein, des troubles de l'humeur, c'est la dépression, l'anxiété, c'est ce genre de troubles-là. Ou les comportements mésadaptés aussi, hein, comme la consommation de drogue ou d'alcool. Parallèlement, les facteurs de protection, ce sont des attributs comme des compétences, des forces, des ressources qui vont aider à empêcher le développement de conditions de santé qu'on ne désire pas, qui vont permettre d'éviter justement que ces conditions de santé-là s'aggravent et qui vont permettre d'améliorer la capacité d'adaptation. Okay? Comme par exemple, on sait de dormir suffisamment. Bien, ça, c'est un élément important pour la protection d'une personne contre les troubles de l'humeur comme l'anxiété et la dépression. Donc, une personne qui n'a pas accès à un bon sommeil, que ce soit par condition physique, hein, ou que ce soit parce que des fois le hamster, le stress, hein, notre petit hamster dans notre cerveau fonctionne trop, ben ça vient vraiment jouer, ça devient un facteur de risque si on n'arrive pas à bien dormir, puisque je vous ai expliqué l'importance du sommeil pour le cerveau. Donc, c'est ainsi qu'on peut vraiment faire la différence. Et vous savez, au Canada, on utilise ce qu'on appelle les 12 déterminants de la santé. Les 12 déterminants, ce sont différents attributs qui sont présents dans notre société, puis qui permettent à nos décideurs de mettre en place des politiques et des procédures basées sur les différents déterminants de notre société, comme par exemple le fait d'avoir un statut d'immigrant, le fait d'être autochtone, le fait d'être dans la pauvreté à cause du chômage ou autre, ce sont des déterminants que nos décideurs vont prendre en ligne de compte pour mettre en place les politiques. Et ces facteurs, ces 12 déterminants-là, bien évidemment, on les retrouve dans nos facteurs de risque, dans nos facteurs de protection. Alors, comment reconnaître le fameux trouble de santé mentale? Hein? Si on y va avec une définition un peu plus concrète, un trouble de santé mentale va entraîner des changements. Mais là, je vous dis, le mot changement, c'est le mot du jour, OK? Donc, un trouble de santé mentale va entraîner des changements majeurs dans le mode de pensée, dans l'état émotionnel et dans le comportement d'une personne. Et ces changements-là viennent perturber la capacité de la personne à travailler, à entretenir ses relations personnelles, à contribuer à sa communauté. OK? Donc, quand on observe ces changements-là, il y a 3 aspects sur lesquels on doit se pencher. Quelle est la sévérité des symptômes? OK? Quelle est la durée? Donc, depuis combien de temps est-ce que ces symptômes-là sont apparus? Et quel est l'effet de ces symptômes-là sur la vie quotidienne? Donc, vraiment, c'est de comprendre quels sont les changements que je vis au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions, au niveau de mes comportements, et à quel point est-ce que ces changements-là viennent impacter ma vie de tous les jours. Alors, vraiment, c'est la question qu'il faut se poser. OK?
Ceci étant dit, c'est quoi la différence entre un problème de santé mentale et un trouble de santé mentale? Parce qu'on entend vraiment les deux mots. Bien, un problème de santé mentale ou un problème lié à l'utilisation de substances, hein, parce que j'ai pas mis beaucoup d'emphase là-dessus, mais les problèmes liés à la consommation de substances, c'est considéré comme un problème de santé mentale. Et donc, les problèmes, c'est un terme vraiment général qui va englober et les maladies et les symptômes de maladies qui ne sont pas assez graves pour justifier un diagnostic. OK? Donc, le mot problème comme tel va englober un éventail très large de préoccupations, si on veut, en matière de santé mentale ou liées à l'utilisation de substances. OK? Allant des préoccupations pardon, qu'on a tous hein, au quotidien, aux problèmes de santé mentale ou liés à l'utilisation de substances qui ont une incidence plus grave sur la capacité d'une personne ou qui augmentent le risque de suicide. OK? Donc, c'est vraiment du petit trouble de la journée à quelque chose d'un peu plus impactant là, vraiment au niveau de nos activités quotidiennes. Le trouble, lui, comme tel, le trouble de santé mentale ou la maladie mentale, les deux sont interchangeables, c'est à ce moment-là lorsqu'il y a vraiment une maladie qui a été diagnostiquée et cette maladie-là vient affecter le raisonnement, l'état émotionnel et le comportement de la personne et évidemment vient vraiment perturber sa capacité à travailler, à faire ses autres activités et tout. Donc, au Canada, la plupart des professionnels de la santé vont utiliser ce qu'on appelle le manuel des diagnostics et statistiques des troubles mentaux, hein, le DSM-5. Et dans ce livre-là, dans ce guide-là, ils ont des listes de critères et ils vont, lorsque vous les rencontrez, pour explorer c'est quoi votre problématique, ils vont vous poser différentes questions et selon le nombre de critères qui aura été coché, ça mènera soit simplement à OK, il semblerait qu'il y a un problème de santé mentale, voici ce qui peut être mis en place pour travailler vers le rétablissement, ou encore il peut avoir vraiment un diagnostic de maladie mentale et bien sûr, encore une fois, une marche à suivre pour s'assurer d'avoir quand même une belle vie parce qu'on peut avoir quand même une vie positive, contribuer malgré qu'on a un diagnostic de maladie mentale. Ça m'amène à vous dire que notre état d'esprit a vraiment un impact sur l'état d'esprit des gens qu'on côtoie. Hein? Plus on est conscient de ce qui se passe en nous par rapport aux gens qui nous entourent, bien, plus on est à mesure de choisir consciemment les actions et les mots qu'on veut utiliser quand on interagit avec les autres. Fait que c'est de comprendre que lorsqu'on prend soin de notre propre santé mentale, on prend soin de la santé mentale des autres. Hein? Puis je prends l'exemple de la famille bien traditionnelle, la maman, le papa, deux enfants. Si malheureusement le papa perd son emploi, par exemple, OK? Et c'est un événement vraiment très, très difficile pour lui et ça l'amène à développer des signes et des symptômes d'une dépression. Bien, la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est toute la famille qui va être affectée par les symptômes de dépression du papa. Hein? C'est la maman qui va être inquiète beaucoup, qui va avoir plus de choses peut-être à gérer, que sa charge mentale va devenir plus grande, donc ça devient plus difficile. C'est les enfants qui sont impactés par le papa qui dort beaucoup plus qu'avant, qui ne sont pas habitués d'avoir certains comportements, qui pleurent peut-être alors qu'ils n'avaient jamais vu papa pleurer. Donc, si papa ne prend pas bien soin de sa santé mentale, s'il ne va pas chercher l'aide et les ressources et les soutiens dont il a besoin, tout le reste de la famille continue de souffrir et c'est là que ça peut vraiment se perpétuer et même devenir ce qu'on appelle hein, les fameux traumas générationnels. Donc, de prendre conscience tout d'abord que
on peut faire quelque chose à propos de ce qu'on vit, hein? On a des choix tous les matins, on se lève, on a le choix de plusieurs choses. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, c'est bien vrai, mais il y a quand même certains aspects de la vie qu'on contrôle. Et il faut comprendre qu'on n'est pas obligé d'accepter d'être malheureux, on n'est pas obligé d'accepter de vivre avec une détresse. On peut changer les choses. Donc, en se responsabilisant, en allant chercher l'aide dont on a besoin, ça nous permet, oui, de nous aider nous-mêmes, mais ça nous permet de contribuer au bien-être de tous les gens qui nous entourent aussi. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous raconte? Parfait, excellent. Pas de questions dans notre chat, c'est bon? OK. Ça m'amène à vous parler de stigmatisation. Hein? C'est quoi la stigmatisation? La stigmatisation, ça nous renvoie à la peur, ça nous renvoie à l'incompréhension des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé mentale liés à l'utilisation de substances. OK? La stigmatisation, ça l'entraîne du désespoir, ça l'entraîne de la honte. Et si malheureusement dans votre vie, vous avez vécu à un moment donné cette émotion-là qu'est la honte, vous savez comme moi à quel point c'est une émotion qui nous empêche d'avancer, c'est une émotion qui nous retient dans notre peur, dans notre désespoir. Et donc, de travailler à aller à l'encontre des préjugés qu'on entend dans notre société, ben ça permet de pouvoir encourager les gens qui souffrent à aller chercher de l'aide, hein? Parce que justement, ces préjugés-là, cette stigmatisation-là, on sait que c'est une des principales raisons pour lesquelles les personnes ne peuvent pas demander d'aide ou ne vont pas demander de l'aide. OK? Il y a différents obstacles, mais certainement la honte, le désespoir, tous les préjugés qu'on entend autour de nous par rapport à la santé mentale, ça nous empêche de vouloir s'améliorer et d'aller chercher de l'aide. J'ai mis sur cette diapositive quelques exemples de préjugés qu'on peut entendre, hein, comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben non, il faut absolument pas paraître faible et vulnérable aux yeux des autres. Donc, si je m'exprime sur la santé mentale, sur mon bien-être mental, sur comment je me sens, ben là, je deviens vulnérable et ça se fait pas, hein. Ça, c'est un préjugé qu'on entend. Un autre préjugé va être que les troubles de santé mentale sont reliés au manque de volonté. Hein, je suis certaine que vous avez déjà entendu ça, hein? Le collègue de travail qui part en congé de maladie pour une dépression, puis malheureusement dans le bureau, les gens qui ont moins de connaissances vont peut-être juger et dire, bon, il voulait juste arrêter de travailler, il n'y avait plus de volonté pour participer et tout ça. Alors que hein, c'est vraiment un préjugé. Comme je vous l'ai dit, il n'y a personne qui fait le choix de développer un trouble de santé mentale, hein. Un autre préjugé qu'on peut entendre, c'est que quand on parle de maladie mentale ou que les problèmes de santé mentale, c'est contagieux. Hein, que non, absolument pas. Il n'y a aucune maladie mentale qui est contagieuse, absolument pas. Il y en a qui vont penser que les troubles de santé mentale, c'est permanent, que c'est impossible d'en guérir, hein. Je vous ai plutôt mentionné dès le départ de la présentation que c'est bien le contraire, hein. On peut, malgré le fait d'avoir un diagnostic d'une maladie mentale, quand même mettre en place autour de nous un réseau de soutien, vraiment tout ce qu'on a de besoin pour quand même avoir une belle vie et pouvoir contribuer comme on en ressent le besoin. Un autre préjugé, c'est qu'il y a certains gens qui vont se sentir honteux de se comporter d'une certaine façon ou d'utiliser certains mots causés par leur trouble de santé mentale. Donc, ça nous ramène à la maladie, à l'émotion de honte dont on se parlait il y a quelques instants et vraiment qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller chercher de l'aide.
Il y en a qui pensent que juste d'en parler, ça va aggraver les choses, hein? Alors que bien au contraire, je vous l'ai mentionné au tout départ, l'être humain a besoin de connecter, l'être humain a besoin d'être vu, a besoin d'être entendu. Alors, lorsque l'objectif de ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui, de vous offrir cette formation-là, c'est pour vous aider à normaliser les conversations sur notre bien-être mental, que éventuellement, ça soit normal dans votre groupe de collègues ou votre groupe d'amis ou votre groupe familial d'avoir des vraies discussions sur le bien-être mental des membres de cette communauté-là, sans avoir peur d'être, de paraître vulnérable ou faible ou que ça va aggraver le problème, hein. Au contraire, on l'a vu au bout de 8 minutes déjà, quand on partage notre désespoir, notre souffrance, on commence déjà à se sentir un petit peu mieux. Donc, brisons ce préjugé-là. Il y en a qui vont penser, un autre préjugé, c'est que les troubles mentaux sont synonymes de folie, hein? Le mot folie, hein? Elle est folle, il est fou, c'est des termes qu'on entend depuis des centaines d'années. En fait, vous savez, la folie, c'est en fait, ça nous ramène à ce qu'on n'accepte pas ou ce qu'on ne comprend pas, hein? Ça désigne la plupart du temps des comportements qui sont jugés comme étant anormaux. Mais en fait, en psychiatrie, dans le monde de la santé mentale, ce n'est pas un terme qui est utilisé, hein? Ce n'est pas un diagnostic. On va plutôt préférer des termes comme troubles psychiques, si on veut parler par exemple de psychose, de schizophrénie, de troubles bipolaires. Donc, hein, il y a vraiment une liste des troubles mentaux, mais c'est simplement pour vous dire que le terme folie comme tel n'est pas un terme qui est vraiment un terme de diagnostic. Donc, on veut essayer de s'éloigner de ce genre de terme-là. Finalement, il y en a qui ont compris, qui vont se dire, ben non, non, le linge sale, ça se lave en famille, puis je n'irai pas parler de mon bien-être mental à un étranger, ça doit se faire à l'intérieur, chez nous, puis ça ne doit pas sortir de nos portes. Puis malheureusement, ben, parfois, les troubles de santé mentale, ils sont causés par les comportements ou les pensées des gens qui nous entourent, n'est-ce pas? Alors, si c'est un préjugé bien présent et que ce n'est pas possible d'aller chercher de l'aide extérieure et que le problème, il est plutôt intérieur, il n'y aura pas grand cheminement ou évolution qui va être fait. Alors, ce sont vraiment quelques idées de préjugés qui existent, qu'on entend, et c'est important de contrer cette stigmatisation-là. Et avant d'aller voir comment est-ce qu'on peut lutter contre la stigmatisation, ben, j'ai envie de vous demander vous-même, est-ce que vous avez ou est-ce que vous aviez auparavant un préjugé par rapport à la santé mentale que vous pourriez partager avec nous? OK? Moi, par exemple, le plus grand préjugé, je crois, que j'ai eu jusqu'à temps que je m'éduque et que j'en apprenne plus sur le bien-être mental, était par rapport aux gens qui consomment de la boisson, des gens qui consomment de l'alcool. Euh, pour moi, c'était un manque de discipline, un manque de volonté. Je comprenais pas pourquoi que quelqu'un qui fait du tort au reste de sa famille parce qu'il y a de la consommation abusive d'alcool n'est pas capable d'arrêter puis d'aller chercher de l'aide. Ça, c'était vraiment un grand préjugé que moi j'avais. Et maintenant, avec mes connaissances en santé mentale, je comprends que non. Hein, la consommation d'alcool, c'est un trouble de santé mentale et c'est en fait très, très complexe même, hein. On sait maintenant que c'est une partie très spécifique dans le cerveau qui est vraiment enclenchée quand il y a tout élément qui est consommé qui pourrait mener à la dépendance. Mais bon, ça pourrait être un autre atelier complètement. Mais ceci étant dit, vous pouvez l'écrire aussi dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui sont capables? Je ne vois pas encore de réponse. Je sais pas. Est-ce que j'en ai qui ont répondu? Avez-vous des idées ou des préjugés ou des choses que vous avez déjà entendues dans votre vie? Juste à se botter le derrière. Ah, ça, c'est bon, hein? Vraiment. Pense à d'autres choses, là. Voyons là, hein? Donne-toi un bon coup de pied dans le derrière, là, puis passe à d'autres choses. Oui, hein? T'es toujours mécontent, t'es toujours rabat-joie. Je vous fais une petite anecdote, hein, pendant que
c'est un lâche ou une lâche. Oui, hein? Ça, on va l'entendre beaucoup. Hein? Quand une personne s'isole, on la juge. Euh, Puis c'est normal de juger, hein? Notre cerveau, il a besoin d'être constamment en train d'analyser notre environnement pour s'assurer qu'on reste en vie. Donc, c'est normal qu'on va avoir des pensées où est-ce qu'on va juger les gens, mais en fait, il faut consciemment prendre la décision de dire non, non, je ne m'arrête pas à ce que je peux observer, je vais plutôt écouter, observer, essayer de comprendre. Donc, oui, hein, manque de volonté, quelqu'un qui veut de l'attention, elle a couru après, elle veut des vacances. C'est excellent. Vous donnez de très, très bons exemples, hein. Donc, dans un de mes objectifs à vous offrir ce genre d'atelier, j'espère vraiment que vous comprendrez, que vous arriverez à une compréhension que les troubles de santé mentale, c'est une accumulation parfois où c'est vraiment différents facteurs, mais qui sont la plupart du temps vraiment extérieurs à nous. Ce n'est pas une décision. Alors, essayons de traiter les gens qui souffrent avec leur santé mentale de la même manière que les gens qui souffrent au niveau de leur physique, hein. C'est vraiment ce qu'on cherche à avoir. Alors, merci pour ces réponses. C'était très enrichissant et effectivement, ce sont des préjugés qu'on entend. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre cette stigmatisation-là? Bien, évidemment, il y a bien des choses, hein, qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais moi, j'en ai choisi 6 qui résonnaient plus avec moi. Bien, tout d'abord, il faut en parler ouvertement, hein, comme on fait aujourd'hui, comme j'espère que vous ferez peut-être ce soir quand vous allez dire à vos proches, Hey, aujourd'hui, j'ai suivi un atelier sur la santé mentale, j'ai appris telle chose, ça t'intéresse-tu? On a, tu sais, bon, fait que vraiment, c'est d'en parler, c'est de normaliser ces conversations-là. L'autre moyen pour lutter, évidemment, c'est de s'éduquer, hein? Puis je vous félicite d'être là aujourd'hui avec moi et avec la belle équipe du COFA pour venir vous éduquer, pour venir en apprendre plus. Parce que plus on s'éduque, mieux on comprend et mieux on comprend, moins on juge, n'est-ce pas? Donc, l'éducation, elle est vitale pour pouvoir lutter contre la stigmatisation. Le langage qu'on utilise aussi, hein, d'être conscient du langage qu'on utilise ici, comme par exemple, au lieu de dire Ah, ça me rend folle, hein, on sait que le mot folie, c'est quand même péjoratif, ça nous ramène à ce qui est anormal et tout ça, mais peut-être qu'au lieu d'utiliser cette expression-là, je vais plutôt utiliser l'expression de Oh, ça m'énerve, ça m'agace, ça m'ennuie. OK? Donc, c'est vraiment d'être conscientisé de ce langage-là, un langage qui va être vraiment inclusif pour tous, évidemment, mais qui va venir lutter contre la stigmatisation en n'utilisant pas les mauvais mots, les mauvaises expressions. L'égalité aussi est un autre moyen de lutter, hein, d'encourager l'égalité entre la maladie physique et la maladie mentale. Pourquoi encore aujourd'hui, en 2024, si on a un collègue de travail qui doit quitter pendant quelques mois pour suivre des traitements de cancer, pourquoi ce collègue-là reçoit le gros bouquet de fleurs, la carte signée par toute l'équipe, il y a un suivi qui est fait, il y a peut-être même des gens qui vont aller visiter et tout, alors que le collègue qui doit prendre du temps pour aller s'occuper de sa santé mentale, qui vit peut-être avec une dépression grave, c'est assez rare qu'un beau bouquet de fleurs va être envoyé, qu'une carte va être envoyée, que les gens vont même essayer de communiquer ou d'aller visiter la personne, hein? Donc, essayons d'encourager cette égalité-là, parce que comme on le vu au départ, la santé mentale, la santé n'est rien sans notre santé mentale. La compassion, hein, puis on va en parler beaucoup de la compassion un petit peu plus tard, hein, faire preuve de compassion et d'empathie envers les personnes atteintes de maladies mentales. Ça aussi, c'est une manière de lutter contre la stigmatisation. Et finalement, la responsabilisation, donc choisir de se responsabiliser, hein, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher les soutiens
plutôt que la honte. Donc, ça fait partie de différentes techniques, différents trucs pour lutter contre la stigmatisation. Je vois le temps passer à une vitesse de l'éclair. On continue. Je vous amène maintenant sur le sujet du stress, hein, ce fameux stress-là. On en a même une définition, encore une fois, de l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui nous dit que le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile, hein, c'est-à-dire c'est une réponse humaine tout à fait naturelle, mais qui nous incite à relever les défis, à faire face aux menaces, puis vraiment là, à confronter là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir améliorer notre situation. Le stress, il agit sur l'esprit, il agit sur le corps. Hein? Un petit stress, c'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, ça peut nous aider à avancer, ça peut nous aider à effectuer nos activités, mais c'est lorsqu'il y a trop de stress qu'évidemment, ça peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale. Donc, le fait d'apprendre à gérer son stress peut vraiment nous aider à nous sentir moins accablés, hein, moins envahi par la situation, se sentir overwhelmed, hein, comme on dit en bon anglais, et donc à favoriser notre bien-être mental. Évidemment, c'est important de se rappeler que chacun réagit différemment aux situations de stress. Donc, les modes d'adaptation et les symptômes de stress vont varier d'une personne à une autre. C'est donc naturel de ressentir un certain stress dans des situations difficiles, hein, comme par exemple si vous devez avoir un entretien d'embauche, si vous avez un examen scolaire à passer, si vous avez un conflit avec quelqu'un de la famille ou de vos amis, il y a un petit stress qui est normal. Puis pour de nombreuses personnes, ben, éventuellement, ce stress-là va diminuer avec le temps à mesure que la situation s'améliore ou qu'ils apprennent à mieux la gérer. OK? Mais c'est vraiment lorsque le stress prend beaucoup de place que là, il faut mettre en place des stratégies pour aider à gérer ce stress-là. Rapidement, hein, je vous montre, quand je vous dis que le stress a un grand incidence sur notre corps, hein, vraiment rapidement, hein, le stress peut amener des migraines, peut amener de l'insomnie, peut amener des brûlures d'estomac, peut amener une faiblesse au niveau de notre système immunitaire, peut venir amener des complications au niveau de notre corps, de l'hyperglycémie, de l'hypertension. Ça peut même amener des troubles de fertilité. OK? Alors, ce sont vraiment des exemples rapides pour vous démontrer que le stress a une grande incidence sur notre bien-être mental, évidemment, mais sur tout notre corps. Alors, il faut apprendre à avoir quelques petites techniques pour s'aider à gérer ce stress-là. OK? Comme par exemple, d'apprendre à reconnaître ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer, hein, donc de s'adapter aux situations. C'est une méthode de gestion du stress. De rire, hein? Vous savez, rire, ça détend, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur. Moi, quand je suis en grande période de stress, un de mes trucs à moi, c'est de m'installer devant un bon show d'humour. J'aime beaucoup les humoristes québécois. Je vais regarder un bon spectacle d'humour pendant 1h30. Je me vide la tête, je ris aux éclats et ça me fait un bien énorme et ça vient vraiment diminuer mon stress. Des exercices de respiration, évidemment, de s'autoriser à faire des erreurs. Hein? On n'est pas parfait, nous sommes des êtres humains, nous sommes ici en apprentissage. Alors, c'est important d'être indulgent envers soi-même, hein, et plutôt d'utiliser ces erreurs-là pour pouvoir aller chercher des enseignements, hein, face à ces erreurs-là. Donc, d'ailleurs, d'être capable de regarder les problèmes un à la fois. Hein. On dit de décortiquer des fois la situation en petits morceaux. Donc, quand on a une situation devant nous qui nous semble vraiment impossible à surmonter, si je la décortique en petites étapes, hein, si je le vois comme j'ai un escalier à monter, puis mon Dieu, si je regarde l'escalier au complet, je suis découragée. Mais si je me concentre sur juste la première marche, ben, je monte la première marche, je prends mon temps, je respire un peu, puis là, je peux monter la deuxième marche. Donc, ça, c'est une technique pour gérer son stress.
d'en parler à quelqu'un, hein? Je ne ferai pas d'autres commentaires, je pense que je vous l'ai assez dit, de vous autoriser à être triste. Hein? Dans le fond, toute émotion, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Hein? Toute émotion est importante, toute émotion a sa validité et on doit s'autoriser à vivre ces émotions-là. Donc, parfois, dans le stress, il y a notre gestion du stress, il y a tout l'aspect de la tristesse qui peut venir en ligne de compte et c'est important de s'autoriser ça. Quoi d'autre? Hein? Apprendre à dire non plutôt que d'en faire trop, évidemment, d'aller prendre de l'air, de jouer. Hein? Nous avons tous un enfant encore en nous. Cet enfant-là, il a besoin de s'amuser comme il a besoin de rire. Alors, de jouer, de se permettre de s'amuser avec nos enfants, de jouer au ballon, de jouer aux cartes avec notre gang d'amis, c'est vraiment une belle technique pour gérer son stress tout comme la méditation, le yoga, la lecture, hein, il y a différentes manières de gérer son stress. Ce qui m'amène à vous poser la question, quelle est votre technique à vous pour gérer votre stress? S'il y en a qui ont des techniques qu'ils utilisent et qu'ils veulent partager avec nous. Moi, une autre manière de gérer mon stress, c'est évidemment c'est d'aller faire une promenade en voiture et de chanter à tue-tête. Je mets ma chanteuse préférée, que je connais toutes les paroles, et là, je chante et je me laisse aller. Yasmine, hein, tu es d'accord avec moi? Et ça me fait un bien immense. Ça, c'est une de mes techniques à moi pour gérer mon stress. Donc, oui, hein, les petits jeux sur notre cellulaire, hein, Candy Crush, je ne sais pas trop, c'est des petits jeux qui nous font du bien, qui nous permettent de nous détendre. La marche, la lecture, le scrapbooking. Emprunter ma petite fille pour quelques heures, j'adore. Oh, vraiment, hein? Quoi de mieux que les petits? Jouer de la musique. Je vois que plusieurs mentionnent le sport. Mon Dieu, je crois qu'à tous les jours, il y a des études scientifiques qui démontrent à quel point le sport, le mouvement du corps est la solution numéro un pour aider notre bien-être mental. Des fois, c'est pas nécessairement d'aller jouer la grosse game de soccer, ça peut être juste de danser dans votre chambre toute seule devant votre miroir, hein, puis juste de bouger votre corps, et ça fait un grand bien. Alors, merci d'avoir partagé avec moi, marcher dans la nature, danser, tout ça. Ce sont évidemment tous d'excellents trucs pour gérer votre stress. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Ah, j'aime ça cuisiner, hein? Oui, vraiment, penser à un événement heureux. Tout à fait. OK. Je vous amène maintenant sur le sujet. Là, OK, on comprend un peu mieux ça ressemble à quoi la santé mentale, on comprend un peu mieux c'est quoi la différence avec les troubles, on a vu d'où ça vient, hein, c'est quoi les différents facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte quand on parle de notre bien-être mental. Mais parfois, c'est les gens autour de nous chez qui on va remarquer des changements et là, on a envie d'avoir une discussion sur ces changements-là. C'est pas toujours évident d'avoir ce genre de conversation-là, n'est-ce pas? Alors, je vous amène quelques petits points rapidement. Tout d'abord, d'avoir ces discussions-là, l'important, c'est d'avoir beaucoup de bienveillance. Hein. Puis c'est quoi la bienveillance? Ben, en fait, être bienveillant, c'est de porter sur l'autre un regard aimant, un regard compréhensif, sans jugement, en souhaitant que l'autre personne va se sentir mieux et en y veillant aussi. OK? Et on dénote qu'il y a certaines attitudes qui font partie je l'ai perdu, qui font partie de la bienveillance, hein, donc de la considération d'autrui, l'empathie, l'écoute active, le non-jugement, l'ouverture d'esprit et la transmission de l'espoir. Ce sont vraiment des attitudes qui sont importantes à garder en tête quand on a envie d'avoir une discussion difficile avec une autre personne. Puis je vous mets cette petite diapositive-là parce qu'elle me fait toujours rire et vous avez peut-être déjà vu cet énoncé-là de Bernard Werber qui disait, écoute, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je pense dire, ce que je dis vraiment,
ce que toi, tu veux entendre, ce que tu penses que tu entends, ce qu'on a envie de comprendre ensemble, il y a à peu près 10 possibilités qu'on ait de la misère à communiquer, n'est-ce pas? Mais essayons quand même. Alors, vraiment, c'est de comprendre que la communication, c'est pas toujours évident et on arrive comme être humain, chacun avec un bagage, hein? On arrive chacun avec nos lunettes qui vont venir teinter la manière qu'on voit la vie, la manière qu'on entretient nos relations avec les autres. Euh, donc, il faut prendre ça en considération. Par rapport à ça, je me permets de vous parler rapidement de ce qu'on appelle le processus de changement. Puis ça, c'est intéressant à en savoir un petit peu plus parce que ça nous permet de comprendre un petit peu mieux l'être humain et souvent pourquoi il refuse d'aller chercher de l'aide ou encore il refuse de vraiment voir la situation telle qu'elle est. Je vais vous présenter deux cycles de changement qu'on appelle, dans le fond, des processus de changement parce que les deux sont intéressants et se ressemblent beaucoup, mais je voulais vous présenter les deux. Celui qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le processus de changement selon Ross Kobler. C'est un processus de changement qui est souvent utilisé quand on veut parler du deuil, hein, pour comprendre un petit peu par quoi l'être humain, quelles sont les phases que l'être humain va passer avant d'être capable vraiment d'effectuer un changement ou d'accepter une situation et donc d'être capable de faire un lâcher prise sur les émotions négatives qui pourraient être reliées, hein. Donc, dans le cheminement vers le deuil, par exemple, comme je viens de nommer, hein, on sait qu'il y a tout d'abord le choc qui est suivi par le déni, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir un moment de dépression. Ensuite, il y a la prise de conscience de ce qui arrive, il y a la décision que vraiment on veut voir les choses du bon côté, puis on veut mettre en place ce qui nous convient, jusque finalement l'acceptation ou encore l'intégration de la situation. L'être humain, c'est pas du jour au lendemain qui va changer une attitude, qui va changer un comportement. Bien au contraire, nous savons que nous passons par un processus, vraiment des cycles de changement qui nous amènent éventuellement à changer. Donc, si je vous présente le deuxième cycle de changement, qui celui-là est selon Prochaska et Di Clemente, encore une fois, c'est comme par exemple ici, c'est des stades du changement qui va souvent être utilisé par rapport lorsqu'on parle de troubles de santé mentale liés à la consommation de substances, OK? Comme par exemple. Au départ, la personne pourrait la personne ne pense pas qu'elle a de problème avec sa consommation, ou elle n'envisage pas de changement, elle est ce qu'on appelle dans la pré-contemplation. Ensuite, il peut avoir là, il y a un petit changement qui se fait tranquillement et là, il y a une reconnaissance qu'il y a un problème. Là, on est à la contemplation. Ensuite, là, l'individu se sent prêt à démarrer l'action dans un futur proche. Il va commencer à réfléchir à ses décisions, à comment les choses peuvent être faites. C'est ce qu'on appelle la réparation, qui peut nous amener vers l'action, vers le maintien quand ça va bien. Et parce que nous sommes humains et que nous ne sommes pas parfaits, parfois dans ce processus normal du changement-là, il y a aussi ce qu'on va appeler une rechute. Et là, ben, il faut, habituellement, on ne recommence pas du départ parce que si on a eu une rechute, on a déjà bien compris qu'il y avait une problématique, on a déjà fait une certaine préparation. C'est vraiment, je passe rapidement, mais c'est vraiment pour vous démontrer que l'être humain, il est complexe et lorsqu'il vit une problématique, un certain défi, c'est important de réaliser, de comprendre que cette personne-là, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de bon vouloir de changer un comportement ou de changer une situation. C'est tout à fait humain et normal de passer par différents cycles pour se rendre jusqu'à la réalisation qu'on a besoin de changement. Donc, ceci étant dit, maintenant qu'on est conscient que l'être humain, c'est comme ça qu'il fonctionne, quand on a envie d'avoir une discussion importante et qu'on utilise nos attitudes de bienveillance,
il y a différents petits points qu'on peut garder en tête, hein, comme par exemple l'importance d'assurer à la personne qu'on va préserver sa confidentialité. Hein. Si la personne se sent assez en sécurité pour nous parler de ce qu'elle vit, bien, on veut évidemment respecter cette confidentialité-là. On veut respecter ses valeurs, ses préférences, ses croyances. Hein. On n'est pas là pour la juger. On veut garder évidemment un esprit ouvert. On veut poser des questions qui vont en utilisant un vocabulaire simple, un vocabulaire clair. On veut rester sensible à la possibilité que la personne ait vécu un événement traumatisant aussi. Hein. Donc ça, ce sont vraiment quelques petites lignes directrices, hein, puis je vous en montre d'autres sur la deuxième slide, qui, encore une fois, hein, donc d'éviter les suppositions, d'apprendre à être confortable avec les silences, hein, parce que parfois, quand on a une discussion difficile, les silences, ils sont importants, les pauses, elles sont importantes. C'est important aussi de respecter la dignité de la personne et surtout, finalement, de reconnaître les limites de notre rôle. Hein. Parfois, on arrive d'un endroit rempli d'amour, on a toutes les meilleures intentions quand on veut avoir une discussion difficile avec quelqu'un parce qu'on aimerait lui faire réaliser qu'il y a une certaine problématique, mais parfois, on n'est peut-être pas la bonne personne pour avoir cette conversation-là. Peut-être qu'on n'est pas dans un bon moment, nous non plus. Et il faut aussi comprendre que, comme disait mon père, on peut amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. Alors, parfois, on peut vouloir vraiment avoir ces bonnes conversations-là et la personne ne se sent tout simplement pas prête. Mais je tiens quand même à vous dire que vous pouvez faire une différence hein, en remarquant les changements. Vous vous rappelez, changement qui est le mot du jour. En les remarquant, ces changements-là, ça vous permet d'intervenir rapidement, ça vous permet de communiquer, hein, évidemment en faisant attention de ne pas juger. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est en posant des questions, puis c'est en utilisant du vocabulaire respectueux. Alors, il y avait cette petite pensée-là que j'aime beaucoup qui dit on ne peut pas forcer une personne à écouter un message qu'elle n'est pas prête à recevoir, mais on ne doit jamais sous-estimer le pouvoir de planter une toute petite graine. Et parfois, les conversations difficiles, quand on arrive avec beaucoup de bienveillance, on sème cette petite graine-là et par la suite, il y a moyen de continuer cette relation d'aide-là avec l'autre personne. Alors, c'était des petites lignes directrices hein, sur comment avoir ce genre d'informations-là. J'en ai pour 3-4 minutes, puis on passe à la période de questions. OK? Donc, OK, on est allé voir des belles lignes directrices sur comment avoir les conversations avec d'autres personnes, mais à l'intérieur de tout ça, il faut s'occuper de soi-même. Hein? Donc, moi, dans tout ça, c'est quoi l'importance de prendre soin de soi? Ben, l'Organisation mondiale de la santé nous dit, c'est quoi prendre soin de soi? C'est tout ce qu'une personne va mettre en place pour établir et maintenir sa santé. Donc, on sait que c'est santé physique, santé mentale, santé psychosociale. Là, on a toutes les dimensions de l'être humain qui viennent rentrer en ligne de compte. Donc, et de prendre soin de ça, de soi, nous permet de prévenir et de gérer les maladies. Puis, je vous amène l'image du téléphone cellulaire. Hein? Je suis certaine que comme moi, mon Dieu, pour rien au monde, vous ne laisseriez votre cellulaire tomber à zéro. Hein? On court les fils aussitôt qu'on est à 5 de 10 de batterie, il faut donc se brancher. Il n'est pas question qu'on laisse notre cellulaire se vider. Mais pourquoi est-ce qu'on est aussi exigeant vers notre cellulaire? Mais pourtant, on va laisser notre propre batterie émotionnelle, notre propre batterie sociale se vider à un point où est-ce qu'on n'est plus capable de s'aider soi-même ni d'aider les autres. Donc, vraiment, de prendre l'habitude de s'occuper de soi et donc d'avoir de l'autocompassion. Hein, l'autocompassion qui signifie de se traiter soi-même avec bienveillance, avec compréhension, avec gentillesse, hein, de ne pas se juger, de se traiter comme notre meilleur ami, en fait. Hein. L'autocompassion permet de cultiver l'amour de soi, de développer une relation positive avec soi-même et donc de renforcer notre confiance en soi et notre capacité à faire face aux défis de la vie. OK? Alors, l'autocompassion,
elle devient extrêmement importante pour ne pas laisser vider notre batterie sociale, si on veut. Hein? Quand on a de l'autocompassion, ça réduit notre pression, hein, saviez-vous? Ça favorise les mécanismes de gestion beaucoup plus sains. Ça nous aide à cultiver notre résilience, ça renforce notre estime de soi, notre résistance émotionnelle. Donc, évidemment que dans l'autocompassion, il y a aussi cette reconnaissance-là de notre souffrance. Hein, et ça nous permet justement de réaliser que nous ne sommes pas seuls dans notre désespoir, dans notre lutte contre ces défis-là de la vie. Hein. Quand j'ai de l'autocompassion envers moi-même, quand je me traite comme ma meilleure amie, mais ça me fait réaliser que la détresse que peut-être ma meilleure amie vit, elle n'est pas si loin de ma propre détresse aussi. Hein. Nous sommes une communauté. Ceci étant dit, vous savez, il y a plusieurs études scientifiques qui ont été menées sur les bienfaits de l'autocompassion et ces études-là ont montré que la pratique régulière de l'autocompassion peut venir réduire le stress, améliorer notre bien-être, renforcer notre résilience, favoriser des relations beaucoup plus positives. Alors, c'est démontré là, scientifiquement l'importance de cette autocompassion. Puis, ici, j'ai quelques petits trucs, puis vous les aurez quand vous aurez votre présentation. Il y a différents petits trucs, hein, comme justement d'oublier le fameux mot perfection, d'accueillir nos émotions, d'arrêter l'autocritique, hein, l'auto-étiquette, oh, je suis donc bien con, je suis donc bien nul, hein, on veut s'éloigner de ça. On n'utiliserait pas ce genre d'expression-là avec notre meilleur ami, alors pourquoi l'utiliser envers nous-mêmes? Alors, il y a vraiment différents petits trucs auxquels vous aurez accès pour vous aider à travailler sur cette autocompassion-là. Et quand on parle d'autocompassion, bien évidemment qu'on parle aussi d'amour de soi. Hein? L'amour pour soi-même, on n'en parle pas souvent, c'est un peu un tabou. Hein? Souvent, on s'imagine que de s'aimer, c'est de se penser meilleur que les autres, de se penser au-dessus alors que c'est pas ça. De s'aimer, c'est de comprendre qu'on a une valeur, c'est de comprendre qu'on peut imposer des limites pour se respecter, qu'on peut se pardonner, qu'on peut accepter nos faiblesses. Hein. Nous sommes des êtres imparfaits et c'est correct et nous sommes en apprentissage, mais l'amour qu'on se porte, elle est à la base de notre bien-être mental en général. Si je m'aime, je vais mettre en place des stratégies pour aider mon corps, pour aider mon cerveau et je vais m'assurer d'avoir un bon bien-être mental. Ce qui m'amène à vous parler de quelques ressources, vraiment rapidement. Je m'excuse, j'ai pris quelques minutes de trop. Hein. Moi, je pourrais vous en parler pendant des jours de santé mentale. Dans les petites ressources que je veux partager avec vous, il y a ce qu'on appelle le continuum de la santé mentale. Donc, tout d'abord, d'utiliser des ressources, d'utiliser des outils, c'est vraiment pour s'aider à faire le point avant tout avec nous-mêmes. Hein. Donc, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui a changé? Depuis combien de temps je me sens comme ça? Est-ce que je devrais aller chercher de l'aide professionnelle ou non? Alors, pour nous aider à faire cette auto-évaluation-là, il y a un document qui a été créé il y a plusieurs années par le ministère de la Défense. Moi, je l'ai pris et je l'ai comme un peu bonifié. Vous allez avoir une copie bilingue, d'ailleurs, dans votre courriel que vous allez recevoir, sur cet petit outil d'auto-évaluation. Donc, on voit ici que vous savez, je vous l'ai dit, la santé mentale, ce n'est pas statique dans le temps. Hein? On peut avoir une très bonne santé mentale ou puis arrive un événement, un défi, un trauma, un déséquilibre dans notre chimie et on a des symptômes qui apparaissent et on a peut-être un trouble de santé mentale qui apparaissent. Donc, on peut penser très certainement, si vous regardez la flèche du haut, hein, on voit que la flèche va d'un bord ou l'autre, c'est qu'on veut rester dans notre verre, hein, le verre qui est vraiment le fonctionnement normal, ça c'est l'idéal, mais si on voit qu'on s'en va vers le rouge, le orange, et là où on tomberait malade, hein, c'est vraiment de faire le lien entre la santé physique et la santé mentale, ben c'est là que je vais aller chercher de l'aide. Donc, c'est de voir que selon différents aspects de notre vie, que ce soit notre humeur, nos pensées,
nos comportements de rendement, notre corps physique ou encore nos comportements de dépendance. Dans ces différentes catégories-là, vous avez ici une liste très simple, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de symptômes quand on parle de santé mentale, mais ici, vous avez quelques exemples et ça vous permet de pouvoir faire une auto-évaluation, de dire, OK, comment je me sens en ce moment? De regarder, ah, OK, je réalise que j'ai quand même de la tristesse envahissante, j'ai beaucoup de doutes, je me sens coupable, je suis épuisée, peut-être que j'ai engraissé ou j'ai beaucoup maigri. Hein, là, je réalise que je suis dans le orange, je suis dans un trouble fonctionnel plutôt grave et que j'ai besoin d'aide. Hein. C'est vraiment un outil que je vous invite à utiliser. J'ai des participants qui m'ont dit, ben moi, je l'ai collé sur mon frigidaire, puis une fois par semaine avec ma famille, on regarde et on se pose des questions. Où est-ce que tu es, toi, sur le continuum? Et selon les symptômes qu'on a remarqués ou que la personne va nous exprimer, on va dire, OK, ben qu'est-ce qu'on peut mettre en place là, pour aider? Alors, c'est un excellent, excellent outil. Un autre outil que je vais partager avec vous dans le document, c'est l'idée que quand on veut vraiment apprendre à notre cerveau à aller chercher les ressources quand on en a besoin, ben c'est déjà d'emblée de se créer ce qu'on appelle un petit coffre à outils, hein, dans lequel je vais mettre toutes les différentes petites stratégies. Hein, donc, c'est vraiment de visualiser dans notre tête un coffre et là, dans lequel je vais mettre mes différentes stratégies que je peux utiliser quand je me sens pas bien pour que mon cerveau s'en rappelle. Hein? Parce que notre cerveau, quand il est entouré de ce gros nuage noir-là de détresse, souvent on ne voit pas les solutions. Donc, si quand on va bien, hein, dans une bonne journée, dans notre journée, qu'on est dans notre verre, on prend le temps et on dit, OK, quand je vais pas bien, là, qu'est-ce qui me fait du bien? Hein? Puis vous en avez sorti tantôt par rapport à la gestion du stress. Dans le fond, c'est les mêmes il y a beaucoup, beaucoup de techniques de gestion du stress qui se retrouvent aussi, qu'on peut remettre dans notre coffre à outils. Donc, vous avez toutes sortes d'exemples, vous aurez accès à ce document-là et je vous invite vraiment à prendre le temps consciencieusement de dire, OK, moi, dans mon coffre à outils, là, je sais que quand j'appelle mon amie Julie, ça me fait super du bien. Je mets ça dans mon coffre à outils. Je sais que si je vais prendre une marche dans la forêt à côté de chez moi, ça me fait du bien. Je mets ça dans mon coffre à outils. Comprenez? Donc, c'est vraiment de se préparer une stratégie pour les mauvais jours. En fond, c'est un peu ça. Un autre outil qui vous sera partagé, c'est de comprendre que souvent, on a besoin de changer notre perception. Hein? Souvent, on est face à une situation, on la voit d'une certaine manière, hein, comme nos deux personnages ici. Il y en a un qui voit un 6, il y en a un qui voit un 9. Peut-être que les deux ont raison, peut-être qu'il y en a juste un des deux qui a raison, mais souvent, on a besoin de prendre le temps de réfléchir. Est-ce que la perception que j'ai de la situation en ce moment, elle est bonne? Et sinon, quel est l'impact que ça a sur mon bien-être mental? Donc, vous avez dans cet outil-là une série de questions. Encore une fois, c'est un outil d'auto-évaluation pour vous poser la question, OK, à quoi est-ce que je réagis en ce moment? Hein? Qu'est-ce qui déclenche cette réaction-là? Donc, c'est vraiment de réfléchir pour pouvoir ensuite peut-être changer ces perceptions-là ou aller chercher des ressources, des soutiens qui vous aideront à cheminer. Il y aura aussi une série de ressources. Vous aurez les liens dans le courriel, hein, Belle cause pour la cause, Dialogue qui offre plusieurs formations virtuelles, le programme de l'Association canadienne pour la santé mentale, la Commission de la santé mentale qui a beaucoup, beaucoup de ressources sur leur site web, PsyCom qui est un site français que j'ai découvert l'année passée puis qui vraiment est rempli de ressources, d'explications extraordinaires. TELUS Santé aussi qui offre plusieurs formations. Hein. Aujourd'hui, on a fait un survol rapide. Hein. On a beaucoup d'informations. On est vraiment juste venu toucher quelques petits points, mais vraiment, je vous encourage fortement à continuer votre éducation. Hein. Encore une fois, plus on s'éduque, mieux on comprend et moins on juge.
Et je termine avec une petite technique qu'on peut utiliser comme adulte, comme avec les enfants ou avec les adolescents, que vous connaissez sûrement, qui est la technique d'ancrage 5, 4, 3, 2, 1, qui est vraiment une petite technique pour aider la personne qui est en train de vivre un moment difficile, hein, que ce soit peut-être une crise d'anxiété, même une crise de panique ou vraiment une crise, peu importe. C'est d'essayer de la ramener sur le moment présent. Et cette technique-là, c'est ce qu'elle fait, hein, en demandant à la personne, nomme-moi 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher. Ça ramène vraiment le cerveau au moment présent et ça lui permet de décrocher un peu du désespoir et là, ensuite, de nous permettre d'avoir une discussion. C'est une technique qui fonctionne au téléphone aussi, hein, si vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit là, ça ne va pas bien, puis qui part dans tous les sens dans son explication, ben c'est une petite technique que vous pouvez utiliser et elle fera partie de votre trousse. Et avec bien du retard, je termine avec deux de mes citations préférées parce que vous savez, moi, dans mon coffre à outils, une de mes techniques, c'est de prendre des screenshots de toutes ces belles citations-là que je vois passer sur les réseaux sociaux. Puis je me suis fait un petit dossier. Puis des fois, quand j'ai un peu plus de difficultés, ben, je vais dans mon petit dossier puis je vais relire ces belles citations-là. Puis ça m'encourage, puis ça m'amène un bien-être. Alors, tout d'abord, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Et puis ça, moi, ça me fait beaucoup penser à la résilience. Et cette dernière citation qui, un jour, a sauvé ma propre vie, ne laisse jamais une mauvaise période te faire croire que tu as une mauvaise vie. Voilà, on en a fait le tour. On a réussi. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'excuse encore une fois, je suis quelques minutes en retard. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager avec nous? Est-ce que tout le monde va bien? Oui, excellent. Excellent. C'est tranquille, Ben oui, hein? comme autant dans le chat que pour les questions. Je pense que c'est parce que c'était clair. C'est sûrement parce que c'était bien expliqué, bien On va dit. l'espérer, Donc, mais je suis bien consciente que je viens de vous présenter beaucoup, beaucoup de contenu. Puis là, vous êtes encore en train là, d'absorber ça, d'avaler ça. Vous aurez mes informations de contact dans le courriel que Sylvie et Yasmine vont vous envoyer. Ne vous gênez pas, ça va me faire tellement plaisir si vous voulez me contacter, si vous avez une question, si vous êtes à la recherche d'un soutien ou d'une ressource particulière, ça me fera vraiment, vraiment plaisir d'être là pour vous, alors n'hésitez pas. ben, merci. Merci pour tous les bons On a eu, commentaires. Oui, oui, sur la luminothérapie, ah, j'adore la luminothérapie. Ça a été vraiment démontré que c'est vraiment effectif. Moi, je l'utilise, mes enfants l'utilisent parce que chez nous, nous sommes tous très, très, très fragiles à la baisse de lumière. Quand octobre arrive, là, pouf, il y a un petit moment de dépression qui arrive. Et maintenant qu'on en est vraiment conscientisé, ben, le 1er octobre, chacun, on sort notre lampe, elle est sur notre comptoir le matin quand je me prépare, je me maquille, tout ça, moi, ma lampe, elle est allumée. On s'assure de prendre de la vitamine D à l'année longue, de prendre de la vitamine B12 aussi. Donc, ce sont deux vitamines qui sont très importantes euh, et au Canada, on est en manque. Hein? Ça a été démontré médicalement. Les Canadiens, nous sommes en manque de vitamine D, de vitamine B12, et ces deux vitamines-là ont un grand incidence sur notre bien-être mental. Donc, c'est pour vraiment s'aider avec la dépression saisonnière, hein, qui est tout à fait réelle, c'est de mettre en place tout au cours de l'année, dans le fond, différentes stratégies. Et la luminothérapie, effectivement, vient jouer un très, très beau rôle. Oui. de beaux commentaires aussi, Chantal, dans le chat, là, autour Oui, du livre. vraiment, C'est ça me vraiment touche intéressant, une belle beaucoup. présentation.
Alors, Merci beaucoup. Comme vous l'avez pu voir, hein, c'est un sujet qui m'allume beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose, c'est des moments qui sont importants pour moi de pouvoir partager avec vous, puis ça m'a fait grand plaisir. ben, merci à toi, c'était excellent. C'est un bon moment de l'année, je pense, pour le faire, justement, pour la dépression saisonnière. Je trouve que c'est un bon Oui. timing là, de faire ça à ce moment-ci de l'année. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Chantal. Pour tous ceux qui sont présents avec nous, vous recevrez, comme à l'habitude, un sondage pour pouvoir apporter vos commentaires, recommandations ou peu importe si vous avez des idées pour de futures communautés de partage, n'hésitez pas aussi, c'est important. On choisit souvent les sujets par rapport justement à des demandes qu'on a, puis celui-ci en était une. Celle-ci était vraiment une demande de nos membres, donc ça semble avoir répondu. Donc, Tant mieux. Puis d'ailleurs, si dans les éléments que j'ai apportés, si vous réalisez qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez aller un peu plus pointu, gênez-vous pas. On peut continuer à collaborer ensemble, évidemment. Puis il y a d'autres possibilités de formation qui sont possibles, certains. ben, pourquoi pas, il y aura un suivi plus tard pour une future communauté de partage ou même pour notre forum, donc, qui sait. Donc, on attendra de voir aussi les commentaires de chacun, les besoins. Mais je pense que c'est un sujet qui touche, comme tu as mentionné en début, beaucoup de personnes. Donc, je suis certaine que personne a pu associer soit avec quelqu'un d'un proche ou à soi-même. Donc, je trouve ça génial. Merci Exact, beaucoup, exact. Chantal. Avant de terminer, je veux juste vous parler un petit peu de la prochaine communauté de partage qui va avoir lieu le 13 novembre prochain. Ce qui aura cette communauté de partage-là, ce sera un partage de ressources. Donc, il y aura différentes ressources qui vont vous être proposées, présentées, où les trouver, etc., sur les différents sujets là, de tout ce qui touche l'AFB, dans le fond, dans le domaine de l'AFB. Il y aura le Centre Fora qui fera une partie de cette communauté de partage-là. Il y aura également Alpha Plus avec Guylaine Vinet aussi, donc Jacqueline du Centre Fora et je viens de la nommer, puis j'ai perdu son nom, Guylaine Vinet, qui pourra en parler. Puis on aura aussi peut-être Chantal et Guylaine Pagé-Hamon, Chantal de notre Chantal Carrière de la COFA, qui pourra également partager certaines ressources, soit du fonds de traduction, soit de ce qu'ils développent actuellement. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de projets qui sont en cours à la COFA, donc il y aura certainement des petites informations, des petites mises à jour à propos de ça. Donc, ça va être partagé pour différentes ressources. Donc voilà ce qui conclut cette communauté de partage. Encore une fois, Chantal, un énorme merci. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Bye Merci. bye.